de ce programme? Bonjour les amis, on est avec Thomas Porte. En fait, C'est quoi qui vous a on est en pleine législative, plein qui priorise de... l'intérêt général, qui place la solidarité, la transition écologique au cœur de ses priorités. On va mettre fin à une situation où on a des minorités C'est la qui se campagne. gavent et où on a des gens qui souffrent, c'est pas possible aujourd'hui. Il n'y a jamais autant de richesses dans ce pays et il faut les partager. Le problème, c'est pas les richesses, c'est comment on les distribue, comment on les partage. Bonjour Thomas, Thomas Porte. Tu peux te présenter, on va dire. Oui, j'ai 36 ans. Je suis aujourd'hui candidat pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la 3e circonscription du 93. Je travaille à la SNCF, je suis cheminot et je suis candidat pour Jean-Luc Mélenchon et toutes les forces de gauche suite à l'accord qu'on a passé après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et le parcours, vous avez fait quoi comme, on va dire, travail et tout? Je suis cheminot, je travaille à la SNCF. Pour le moment? Oui. Et je suis cheminot en disponibilité depuis 2018. J'ai été entre-temps directeur de cabinet de la mairie de Champigny et je suis aujourd'hui directeur de la Confédération nationale du logement, qui est la première association de défense des habitants et des locataires. Et cet engagement pour le, on va dire, pour la France Insoumise, c'est quoi qui t'a fait pour engager, qui t'a fait pousser pour s'engager? C'est pas la France Insoumise aujourd'hui, c'est l'Union populaire, et l'Union populaire écologique et sociale depuis l'accord qu'on a passé. Mais moi je suis toujours engagé à gauche depuis des années et ce qui m'anime c'est de sortir des logiques libérales qui jettent des millions de personnes à la précarité, qui font qu'on a 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire, on a des gens qui n'arrivent plus à se loger, qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité ou de gaz, qui sont dans une souffrance extrême. Et aujourd'hui la France est la 6e puissance économique du monde, il y a beaucoup de richesses et il faut les partager et il faut sortir d'une situation où on a une minorité qui se gave et on a la majorité qui souffre. On sort d'une période où on a eu une crise incroyable avec une explosion des prix. Et on a dans le même temps une entreprise comme Total qui annonce des bénéfices records, qui verse des dividendes à ses actionnaires alors qu'elle touche de l'argent public et on a des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc tout ça, ça sera terminé si on arrive au pouvoir les 12 et 19 juin. Il y a 300 milliards, je crois, d'évasion fiscale. Vous avez raison, la lutte contre l'évasion fiscale personne ne bouge. Est un sujet important. Ouais. Non, personne ne bouge parce qu'aujourd'hui le gouvernement ne met pas les moyens là-dessus. D'ailleurs, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, le nombre de fonctionnaires qui travaillent sur ces questions-là au ministère ont baissé. C'est-à-dire qu'on a supprimé des gens qui faisaient du contrôle fiscal. C'est voulu quoi. Oui, c'est pas de volonté de lutter contre l'évasion fiscale. Aujourd'hui, l'évasion fiscale, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas une chimère. C'est pas quelque chose qu'on peut pas remettre en cause. S'il y a une volonté politique et s'il y a la volonté d'aller chercher ces gens-là, d'aller imposer celles et ceux qui cachent leur fric ailleurs, eh bien on pourra le faire. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de, on va dire, de capitalistes qui vivent juste à côté des frontières françaises et ils ne payent pas d'impôts. Ils sont en Suisse, ils sont en Belgique, on les connaît, on va dire. Ouais, ces familles-là. Ouais. Mais ils s'enrichissent en France, ils font de l'argent en France, mais ils ne payent pas d'impôts. On va dire ils payent peu d'impôts. Oui, ils payent très peu d'impôts, vous avez raison, c'est scandaleux parce que, ils font de la richesse en France. 2, ils profitent de la redistribution parce que leurs gamins vont à l'hôpital public, ils vont à l'école, ils bénéficient des services publics et c'est normal qu'ils en bénéficient, mais ils doivent participer à la solidarité nationale et aujourd'hui ils ne le font pas. Et on entend que c'est difficile de faire ça. Moi je prends souvent un exemple, les États-Unis d'Amérique, c'est quand même pas le pays le plus à gauche du monde. Aujourd'hui ils taxent tous leurs ressortissants, y compris ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils vont les chercher pour qu'ils payent des impôts. Sinon ils perdent leur nationalité américaine, on va dire, c'est ça. C'est ça. Pourquoi on ne fait pas cette... Parce qu'il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui. Et donc nous, dans notre programme, il y a la lutte contre l'évasion fiscale qui permet de répartir et de redistribuer la richesse. Et quand on touche de l'argent, il faut payer des impôts et c'est normal. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas acceptable. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Quand on voit, il y a eu hier une journée de mobilisation pour l'hôpital public, avec un hôpital public qui est aujourd'hui... qui souffre. Avec les aides-soignants. 17 000 aides-soignants ont été suspendus à cause du pass. Par Emmanuel Macron. À cause du pass, on a suspendu. Et aujourd'hui, on a des milliards qui s'envolent dans les paradis fiscaux. Donc cet argent-là, il doit être remis dans le circuit pour qu'il bénéficie à chacune et chacun au travers notamment des services publics, qui est un axe fort dans le programme. Est-ce qu'on va intégrer les aides-soignants qui étaient suspendus? C'est écrit de la manière la plus claire dans le programme. Nous avons déjà à l'Assemblée voté contre le pass sanitaire. Et quand on sera aux affaires, on abrogera ces lois-là et on réintégrera les soignants. C'est écrit noir sur blanc et on l'a dit depuis le début. On sait que l'hôpital public souffre et tout, mais personne ne bouge. Personne ne bouge, si. Il y a des soignants qui sont en lutte depuis des mois, y compris les soignants, ils sont mobilisés depuis 2019, donc bien avant la crise sanitaire. Mais la gauche a été absente malheureusement. Il faut dire la vérité. Si vous parlez du quinquennat de François Hollande, parce que les aides-soignantes, moi j'ai des contacts avec eux, franchement ils étaient seuls, hein. Ils sont seuls, sans aucune, on va dire, aide, toute la gauche n'a pas bougé pour eux. Quand ils étaient suspendus à partir du 15 octobre... Il y a une partie de la gauche qui les a soutenus, parce que les députés de la France Insoumise ont porté des amendements
et on portait des propositions de loi pour réintégrer ces gens-là. Et depuis le début de la crise, on a été à leur côté dans toutes les batailles pour dire que c'est absolument pas acceptable que ces gens soient radiés de l'hôpital public ou suspendus parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Nous, on l'a toujours dit, et vous pouvez chercher partout, notre position elle est très claire là-dessus. Sans compter qu'il y a des enfants qui ont été exclus de leur école parce qu'ils ne portaient pas leur masque. Là, le premier sur Noisy-le-Grand d'ailleurs. Beaucoup d'enfants, hein. Comme par exemple pour le marché de Noël, hein, ils ont été privés hein, parce que nous, parents pas vaccinés, ça sert des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Que la gestion de la crise sanitaire par ce gouvernement elle a été absolument catastrophique. Elle a pas, et on a utilisé des moyens et la réduction des libertés qui n'a eu aucune efficacité contre la maladie. Moi je le dis très tranquillement, je suis vacciné et j'ai appelé les gens à se faire vacciner, j'ai pas de souci avec ça. On n'a pas, voilà. Excuse-moi, on n'a pas à dire on est vacciné ou pas vacciné, c'est secret médical. Oui, mais c'est ça. En fait, on est obligé de justifier qu'on est vacciné pour dire on est dans le, je sais pas, on est dans les normes, on est dans les. C'est ça qui me dérange moi. Vous m'avez pas laissé finir. Je sais, mais le fait de dire, parce que moi j'ai vu plusieurs personnes à la télé, oh, je suis vacciné, genre je suis vacciné moi. Mais on s'en fout, c'est secret médical. Normalement on ne devra pas on va dire si t'as le sida, t'as pas le sida, ou t'es malade, t'es malade. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est battu. C'est secret médical. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est mobilisé pour que les soignants ne soient pas exclus, parce que ça regarde normalement que la médecine du travail, les salariés qui sont vaccinés ou qui sont victimes de maladies. Et on a eu une distorsion des règles là-dessus. Donc on s'est mobilisé, mais pour répondre à votre question, la gestion de la crise sanitaire, elle a été catastrophique, catastrophique sur des mesures liberticides qui en vérité n'avaient pas d'impact. On aurait mieux fait de créer les conditions d'avoir plus de masques, d'organiser tout ça, et ça n'a pas été fait. Et on a montré du doigt et on a stigmatisé une partie de la population. Sachant qu'on a fermé des restaurants pendant, je sais pas, 3-4 mois, je ne sais pas si tu te souviens, oui, et qui font 30-40 couverts par jour, on a fermé. Mais le Sénat, l'Assemblée nationale, ils ont une cantine, ils n'ont jamais fermé. Sachant que s'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale et je ne sais pas combien de sénateurs, il y a 200 sénateurs au Sénat, ils n'ont jamais fermé leur cantine. C'est pas normal ça. Mais de toute façon, cette crise-là, elle a été marquée par un deux poids, deux mesures, entre des situations qui étaient appliquées à une certaine catégorie de la population et qui ne l'étaient pas à d'autres. Donc on a bien vu que la gestion, elle a été catastrophique parce qu'elle a été organisée par un président qui a décidé tout seul. C'était voulu, hein. Oui, c'était voulu de gérer. C'était voulu de gérer. La gestion de la crise, elle a été organisée par le gouvernement, donc c'est sa responsabilité, et c'est la responsabilité du président Emmanuel Macron. En pleine Covid, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. En pleine Covid, enfin, épidémie, soi-disant. Bien sûr. On n'avait pas de masque, on n'avait rien au début. Mais bien sûr, et ça il n'y avait pas de tests, même les tests, il n'y avait pas de tests. Ça a aussi montré les limites d'un système sur lequel on a voulu tout délocaliser à l'étranger et pas avoir de production locale. Et on s'est retrouvé en difficulté, puisqu'on sait que les masques étaient faits en Chine, fabriqués. Qui coûtait 7 centimes à l'époque. Après le Covid, ils sont. Et comme les frontières étaient fermées, on s'est retrouvé en difficulté et on a eu du mal à être en capacité de fabriquer des masques avec un outil industriel qui a été aussi fracassé depuis des années. Donc ça pose des questions de relocalisation et d'indépendance. Avant le Covid, ils étaient à 0,7 centimes. Après, en période du Covid, ils sont devenus presque 1 euro le masque. Parce que vous savez, les spéculateurs, il n'y a rien qui les fait reculer. Période de crise ou pas, mort ou pas des gens, le seul intérêt qui les anime, c'est de faire de l'argent. Et je rebondis parce qu'au bout d'un moment, ça a été tellement scandaleux que le gouvernement a fini par bloquer les prix. Donc c'est tout. Et je fais le parallèle avec ce qu'on demande aujourd'hui. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Bloquer le prix de l'essence. C'est tout à fait possible. 2,10 €, 2,15 € le gasoil. On demande à le bloquer au prix où il était avant la crise. C'est-à-dire à 1,40 €. On ne peut pas le bloquer aujourd'hui parce qu'il y a eu un laisser-faire. Donc c'est tout à fait possible. Là, le gouvernement, ils annoncent 18 centimes des miettes comme d'habitude. C'est des effets de communication et quand vous avez les gens qui font des pleins tous les 3 jours pour aller travailler, faire des allers-retours, 18 centimes de réduction c'est que dalle. On arrive à une situation aujourd'hui, on a des gens qui vont plus bosser parce qu'ils ne peuvent plus faire le plein et qui restent chez eux, donc ils vont préférer, c'est pas un choix, mais ils vont perdre leur boulot parce qu'ils n'ont plus les moyens de se déplacer. Alors qu'on a les moyens de bloquer les prix, c'est possible, c'est un décret, il n'y a même pas besoin de convoquer le Parlement et d'avoir une loi. C'est un décret qui peut être pris rapidement pour bloquer les prix. À l'époque, Elisabeth Borne, le ministre du Travail, quand elle a dit aux salariés, il faut qu'ils achètent des trottinettes pour aller au travail. Vous pensez quoi? Que c'est à l'image d'Elisabeth Borne et de la Macronie, c'est-à-dire un mépris pour les gens. Sachant qu'il y en a qui travaillent à 30 bornes, 40 bornes. Et on a eu l'exemple du mépris d'Elisabeth Borne. Il est réapparu hier, puisqu'elle a été interrogée sur une radio par une personne qui était handicapée et qui lui demandait que l'aide avait été déconjugalisée, donc il y avait des conséquences très concrètes pour les gens. Et la première ministre a répondu « vous n'avez qu'à chercher du travail ».
Voilà ce qu'elle a répondu à une auditrice qui était handicapée et qui était en situation de souffrance extrême. Et lui a dit vous avez qu'à trouver du boulot. C'est un peu l'équivalent d'Emmanuel Macron quand il dit vous traversez la rue, vous trouvez du boulot. Ça n'existe pas et ces gens-là sont méprisants. Donc voilà, il faut créer les conditions d'un changement et c'est tout à fait possible avec les élections législatives qui arrivent les 12 et 19 juin. Je reviens sur le RIC qui était toujours réclamé par les Gilets jaunes depuis 3 ans, on va dire. C'est quoi le programme du RIC chez votre parti, on va dire? Eh bien, il est intégré dans le programme qu'on a signé avec toutes les forces de gauche. Parce que nous, on considère que remettre de la démocratie et associer les citoyens... Direct au peuple. Oui, bien sûr. C'est dans notre programme. Il n'y aura pas de conditions, il n'y aura pas de... Parce que ça dépend, il y aura toujours des conditions, bien sûr, on sait. Il y aura toujours des conditions, mais elles ne sont pas celles d'Emmanuel Macron où il fallait... 30 signatures, je sais pas quoi. 30 000. Qui était infaisable en vérité. Ouais. 30 000... C'était beaucoup plus que ça. Ouais, un truc 40 000, je crois, un truc comme ça, pour déclencher le RIC. Mais nous, le RIC, il s'inscrit dans un processus qu'on a appelé la 6e démocratie. La 6e République, pardon, qui est celui de remettre plus de pouvoir, des pouvoirs de contrôle, des pouvoirs des citoyens. Par exemple, nous, on porte la révocation des élus de manière très forte, c'est-à-dire que si l'élu ne respecte pas son mandat, il fait le contraire de ce pourquoi il a été élu. S'il y a un certain nombre de citoyens... Des mandats révocatoires, ouais. C'est ça? Oui, bien sûr, le référendum révocatoire pour vous dire au moment où vous avez été élu sur un programme, vous ne l'avez pas respecté. Vous faites la charte, on va dire. Vous n'avez pas respecté la charte. Il faut que les citoyens aient la capacité d'interpeller cet élu pour lui dire tu as été élu sur un mandat, tu ne l'as pas fait, donc maintenant tu es révoqué. C'est pas révoquer les élus pour se faire plaisir en disant qu'ils sont tous pourris, c'est pas ça le message. C'est simplement dire on est élu sur un programme, il faut qu'il respecter respecte sa parole. Voilà. Dernier mot, Thomas. Un petit mot à la fin. C'est quand les élections? C'est le 12 le premier tour c'est dimanche et le deuxième c'est le 19. Et moi je vous dis, mobilisez-vous et allez voter pour changer les choses parce que vous pouvez reprendre votre destin en main. Et aujourd'hui il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de choses qui sont établies. Et si on veut changer les choses et imposer une majorité populaire à l'Assemblée et faire gagner Jean-Luc Mélenchon, il faut voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire. C'est tout à fait possible. Il y a un enjeu qui est majeur. C'est mettre fin au gouvernement d'Emmanuel Macron. On a souffert pendant 5 ans, on vient d'en parler, avec des lois antidémocratiques, antisociales. Vous avez été des mobilisations des Gilets jaunes, on n'a jamais connu une telle répression dans ce pays. On a des gens qui ont été éborgnés, on a des gens qui sont morts par le maintien de l'ordre. On vient de voir encore ce qui vient de se passer à Paris avec les refus d'obtempérer, où on a une escalade de la violence. Il y a une violence d'État dans ce pays, il faut y mettre fin. Et pour ça, il faut imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Donc mobilisez-vous, n'enjambez pas ces élections législatives. C'est véritablement le 3e tour de l'élection présidentielle. Celles et ceux qui se sont réveillés le 11 avril avec la gueule de bois, parce qu'ils avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel ou Anne Hidalgo et qui ne se sentaient pas représentés au second tour par Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez les moyens encore de changer les choses, donc il faut vous déplacer dimanche. Vous comprenez, les gens ils sont un petit peu, ils ont plus confiance aux politiques, ils ont plus confiance au gouvernement, ils ont plus confiance aux médias, ils ont plus confiance. Qu'ils n'aient pas confiance au gouvernement, ils sont un petit peu, ça y est, ils ont plus. Je peux le comprendre, mais aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été au gouvernement et n'a jamais exercé les responsabilités qu'on veut mettre en place. Et vous savez, au premier tour, il y a quand même 7,8 millions de personnes qui ont glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Il y a un espoir qui s'est levé dans ce pays. On l'a vu avec les quartiers populaires, avec les jeunes. Beaucoup de gens sont allés voter qui ne votaient pas jusqu'à présent parce qu'il y avait aussi un vote de dignité, un vote de respect. Donc moi je leur dis, continuez à vous mobiliser. On a perdu une bataille, mais on peut encore remporter la victoire avec ces élections législatives dimanche 12 et 19. Par contre, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon dire que si l'OMS oblige le vaccin, je veux courir chez vous, quoi. Je viens chercher chez vous. Une fois, il a dit ça. Il a dit si l'OMS l'oblige la vaccination obligatoire, je vais imposer. Je pense qu'il n'a pas dit exactement ça. Donc, et nous, on n'a jamais été pour l'obligation vaccinale. Il a dit si l'OMS. Oui, je sais ce que c'est l'OMS, mais voilà. Donc moi, en tout cas, notre position, elle est claire dans notre programme. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Et sachant que c'est l'OMS maintenant qui gère l'épidémie du monde entier. On a donné en fait le pouvoir à l'OMS. Si vous regardez les déclarations de l'OMS, elle n'a jamais appelé à la vaccination obligatoire. Elle a au contraire appelé à sortir de la stratégie dans laquelle on est, à répartir mieux les doses, à permettre à des pays qui ne sont pas vaccinés de participer plus à la vaccination. Elle n'oblige pas la vaccination et nous, on n'est pas sur l'obligation vaccinale. Voilà. Par contre, j'ai une question à vous poser, c'est concernant le numérique facial. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On est contre, évidemment. La reconnaissance faciale? Oui, bien sûr, mais là aussi, il n'y a pas de surprise. On est contre, puisque c'est une société de contrôle dans laquelle on ne veut pas vivre. Et c'est aussi la question de la gestion des données. Ça pose plein de questions sur le numérique, sur tous ces sujets-là. Et de manière très claire, Jean-Luc Mélenchon, mais toutes les organisations de gauche sont contre ces procédés-là qui sont installés dans certains pays.
dont la majorité des Français, très sincèrement, ne veulent pas. On l'a vu avec l'usage des drones, ça a été un peu fait pendant la question du confinement, donc ils ont perdu quand même. Il y a eu des recours qui ont été faits, le Conseil d'État a donné tort à l'utilisation des drones, par exemple, pour aller contrôler dans les halls d'immeubles. Donc on voit qu'il y a des batailles juridiques, mais nous on est contre là-dessus. Ils ont parlé même après le match catastrophique de Liverpool et Real Madrid, la mauvaise gestion du préfet. Ils ont dit que on a trouvé la solution, c'est la reconnaissance faciale dans les stades. Ouais, je crois que tout le monde a bien compris que la gestion chaotique du Stade de France, elle était la responsabilité du préfet allemand et de Gérald Darmanin qui, d'ailleurs depuis qu'ils sont aux affaires, ont une stratégie de maintien de l'ordre qui ne correspond plus à ce qu'il faut faire. Et la France est le seul pays où ça se passe comme ça aujourd'hui. On a des catastrophes sur les maintiens de l'ordre, alors que ça faisait des années qu'on manifestait dans des bonnes conditions et que ça se passait bien. Et aujourd'hui, il y a une stratégie de tension. Et là aussi, faites-nous confiance, si on arrive aux affaires, Gérald Darmanin évidemment ne sera plus là, mais ni le préfet allemand. Ok, merci Thomas. Merci.